Ils étaient là petits, ils semblaient fragiles, et personne ne les voyait comme les futurs maîtres de l'Europe. Le Barcelone de 2008 était loin d'être intimidant. Pendant que le Real Madrid et Manchester United imposèrent le respect avec des effectifs pleins de stars, de millions et de prestige, le Barça ressemblait à une équipe désorganisée, sans direction et sans le poids compétitif des véritables géants. Il sortait d'une saison humiliante. Il avait perdu son identité, son intensité et son autorité. Le vestiaire était brisé, Ronaldinho n'était plus le même, Messi enchaînait les blessures et l'équipe accumulait les désillusions. Le cycle qui avait commencé dans la gloire était en train de s'éteindre. Alors le club prit la décision la plus risquée de son histoire. Tout confier à un entraîneur sans aucune expérience en première division. Pep Guardiola, un homme du club, un symbole de l'identité barcelonaise, oui, mais aussi un pari qui paraissait bien trop dangereux. Et pourtant, ce qui suivit ne changea pas seulement le Barça, cela changea le football pour toujours. En 2008, le Barça n'était pas une équipe crainte, mais une équipe remise en question. 2 ans seulement s'étaient découlés depuis le titre en Ligue des Champions à Paris, mais cette version de l'équipe semblait déjà lointaine. Elle termina très loin derrière le Real Madrid en Liga, jouait sans énergie, sans fin et sans ordre. Ronaldinho marchait plus qu'il ne déstabilisait ses adversaires. Deco ne faisait plus la différence. Henry n'avait toujours pas trouvé sa place. Eto'o semblait loin de son meilleur niveau. Et Messi, aussi brillant soit-il, ne pouvait pas encore porter tout un projet sur ses épaules. Le problème n'était pas seulement sur le terrain, le vestiaire s'était divisé en groupes, la discipline s'était relâchée et l'atmosphère était pleine de silence gênant. Le coup le plus dur arriva en Ligue des Champions contre le Manchester United de Ferguson. À Old Trafford, le Barça eut le ballon, mais pas le véritable contrôle du match. Une volée de Paul Scholes suffit à l'éliminer. Cette nuit-là laissa une impression claire. L'équipe pouvait sembler dominante, mais elle ne savait plus vraiment s'imposer. Frank Rijkaard, l'entraîneur qui avait ramené la gloire au club, était épuisé. Plus d'énergie, plus de réponse, plus d'autorité. Le projet s'était brisé de l'intérieur. Quand la saison prit fin, la direction comprit qu'il ne suffirait pas de changer d'entraîneur. Il fallait une reconstruction complète. Rijkaard était dehors, mais le véritable dilemme était ailleurs. Qui oserait prendre en main un vestiaire rempli d'égos blessés, de pression médiatique et de stars sur le déclin? Les noms logiques étaient des entraîneurs confirmés, des hommes d'expérience, des techniciens préparés à résister au chaos. Mais Barcelone choisit Guardiola. Il avait 37 ans et n'avait entraîné que le Barça B. Rien de plus. La décision fut accueillie avec scepticisme. Trop jeune, trop tendre, trop romantique. Beaucoup pensaient que c'était un choix sentimental, une manière élégante de regarder vers le passé et non une décision sérieuse pour l'avenir. Mais Pep n'arriva pas pour improviser. Il arriva avec une idée radicale. Dès sa toute première conversation avec la direction, il posa une condition claire. S'il devait prendre l'équipe, il lui fallait le contrôle total. Il n'allait pas gérer le déclin. Il allait reconstruire une culture. Le premier message fut brutal. Ronaldinho dehors, Deco dehors. 2 noms immenses, 2 symboles récents, 2 figures qui avaient défini l'ère précédente. Pep comprenait que le problème n'était pas seulement une question de performance, c'était une question d'habitude, de leadership et de structure interne. Il ne construisait pas à partir de la nostalgie mais à partir de l'exigence. Ensuite, il prit une autre décision qui bouleversa totalement la hiérarchie du vestiaire. Messi serait le centre du projet. Ni Henry, ni Eto'o, ni les champions confirmés. Lionel Messi. Le plus jeune devenait l'axe de tout. Ce fut un mouvement audacieux, inconfortable et décisif. Guardiola n'arriva pas avec peur. Il arriva avec une direction. Mais le véritable changement ne commença pas dans les discours. Il commença sur le terrain d'entraînement. Les séances cessèrent d'être une routine pour devenir un laboratoire. Chaque exercice avait une raison tactique. Chaque mouvement avait un sens. Rondos, pressing à la perte du ballon, supériorité numérique, occupation rationnelle des espaces, circulation rapide, récupération immédiate. Pep imposa une règle qui allait devenir essentielle. Si l'équipe perdait le ballon, elle avait 6 secondes pour le récupérer. Ce n'était pas une suggestion, c'était un principe sacré. Son idée était simple et révolutionnaire à la fois. Celui qui a le ballon contrôle le match, et celui qui contrôle le match contrôle aussi la peur. Barcelone ne devait pas seulement bien jouer, il devait dominer l'adversaire par le ballon. Et petit à petit, il commença à y parvenir. Les joueurs commencèrent à se transformer. Xavi devint le métronome de l'équipe. Iniesta se mit à casser les lignes avec naturel. Busquets apparut comme la pièce parfaite pour tout équilibrer. Messi cessa d'être seulement une promesse extraordinaire et commença à devenir le joueur qui décidait des matchs. Eto'o, qui avait été tout près de partir, répondit par des buts.
Puyol et Piqué donnèrent une structure à la défense. Yaya Touré, Keita, Alves, Henry, Pedro, chacun comprit son rôle au sein d'une machine qui commençait à fonctionner avec une clarté écrasante. Soudain, cette équipe qui paraissait faible se mit à jouer avec une autorité nouvelle. Elle ne gagnait pas seulement, elle convainquait. La grande explosion eut lieu le 2 mai 2009 au Santiago Bernabéu. Real Madrid 2, Barcelone 6. Cette nuit-là ne fut pas une simple victoire. Ce fut une humiliation historique et une déclaration de puissance. Le Barça démantela Madrid chez lui. Messi marqua, Henry les punit, Xavi dirigea tout comme s'il jouait à une autre vitesse. L'équipe de Guardiola ne fut pas seulement meilleure, elle détruisit des certitudes. Le Real Madrid, géant par les noms et le budget, se retrouva exposé face à un rival qui semblait avoir atteint une dimension supérieure. À partir de ce jour-là, plus personne ne put continuer à dire qu'il ne s'agissait que d'une bonne série ou d'un enthousiasme passager. Barcelone était en train de construire quelque chose d'énorme, mais si le 2-6 fut la grande démonstration de supériorité, Stamford Bridge fut l'épreuve du caractère. Le 6 mai 2009, le Barça se rendit à Chelsea pour une demi-finale de Ligue des Champions chargée de tension. Le 0-0 du Camp Nou avait laissé toutes les portes ouvertes. Et à Londres, le contexte fut brutal. Essien marqua tôt d'un but splendide. Chelsea défendit avec une intensité sauvage. Drogba et Lampard pressaient. Terry et Alex repoussaient tout. Ballack cassait le rythme. Barcelone avait le ballon mais ne trouvait pas le but. Les demandes de pénalty se multipliaient. Stamford Bridge bouillonnait et le temps s'écoulait. À la 90e minute, le Barça était virtuellement éliminé. Puis à la 93e, arriva l'instant éternel. Messi récupéra un ballon repoussé, le remit à Iniesta, et Andrés, sans contrôle, décocha une frappe parfaite dans la lucarne de Sèche. But! L'Iniestazo. Barcelone était en finale. Ce ne fut pas sa soirée la plus brillante, mais ce fut l'une des plus résistantes. C'est là que l'équipe comprit qu'elle pouvait faire plus qu'enchanter. Elle pouvait aussi survivre. Dans le même temps, sa domination en Espagne continuait de grandir. En Liga, le Barça empila les victoires avec un mélange de contrôle et de férocité. Il termina champion avec autorité, en marquant plus de 100 buts et en laissant bien comprendre qu'il n'avait pas gagné grâce à un simple élan émotionnel, mais grâce à une supériorité structurelle. Avant même de sceller le titre de champion, il avait déjà soulevé son premier trophée de la saison, la Coupe du Roi. C'était le 13 mai 2009 à Mestalla contre l'Athletic Club. Le match commença mal. Toquero donna l'avantage à l'Athletic et pendant un instant, on crut que la tension pouvait jouer contre le Barça. Mais la réponse fut immédiate. Yaya Touré prit le ballon, traversa le milieu de terrain comme un tank et égalisa. Puis vinrent Messi, Bojan et Xavi. De 0-1 à 4-1. Une remontée convaincante, sans anxiété sans doute, comme la confirmation que cette équipe savait déjà gérer les finales. Puis vint Rome, le 27 mai 2009. Le cadre parfait pour mesurer si tout cela n'était qu'une grande saison ou le début de quelque chose d'immortel. En face se trouvait le Manchester United de Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs et Ferguson. Champion d'Angleterre, champion d'Europe, fort, intense, dangereux. En plus, le Barça arrivait avec des absences majeures. Dani Alves suspendu, Abidal absent, Marquez blessé et Yaya Touré improvisé en défense centrale. Sur le papier, c'était un duel équilibré. Sur le terrain, ce fut une exhibition blaugrana. United commença mieux et Cristiano testa Valdés plusieurs fois dans les premières minutes, l'obligeant à intervenir. Mais le Barça ne perdit pas son calme. À la 10e minute, Iniesta accéléra, glissa le ballon à Eto'o et le Camerounais conclut au premier poteau, 1-0. À partir de ce moment-là, le match changea complètement. Xavi se mit à orchestrer, Iniesta a pivoté, Busquets a stabilisé et United passa une bonne partie de la soirée à courir après le ballon. Barcelone domina le rythme, l'espace et l'esprit de son rival. Puis arriva l'image la plus symbolique. 70e minute, centre de Xavi, Messi s'élève entre les défenseurs centraux et marque de la tête. 2-0. La Ligue des Champions était décidée. Ferguson le comprit. Cristiano aussi. Le champion en titre avait été surclassé en tout. Quand l'arbitre siffla la fin, ce n'était pas seulement une coupe qui était célébrée, c'était une révolution qui était couronnée. Guardiola, l'inexpérimenté, venait de remporter la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions lors de sa première saison. Barcelone réalisait le premier triplé de l'histoire du football espagnol. Et le monde comprit que le jeu était en train de changer. Mais cette équipe n'était pas faite pour se contenter de cela. Après Rome, elle continua à tout conquérir sur son passage.
En août, elle gagna la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Club, avec Messi comme figure de proue et un sentiment évident de continuité. Quelques jours plus tard, à Monaco, elle battit le Shakhtar Donetsk en Supercoupe de l'UEFA grâce à un but de Pedro en prolongation. Une fois de plus, un produit du centre de formation fit la différence. Nouveau résultat d'une idée qui allait bien au-delà du talent individuel. Et en décembre, à Abu Dhabi, arriva l'épreuve finale, la Coupe du Monde des clubs contre Estudiantes de La Plata. Cette finale fut bien plus difficile que prévu. Estudiantes frappa en premier avec un but de Bozelli, et pendant de longues minutes, le rêve du sextuplé sembla s'échapper. Le chronomètre continuait à tourner et Barcelone était dos au mur. Mais cette équipe avait déjà montré qu'elle savait tenir bon, même quand le football ne coulait pas naturellement. À la 88e minute, Pedro égalisa et envoya le match en prolongation. Et à la 110e, arriva une image restée à jamais dans la mémoire du football. Messi s'éleva et de la poitrine marqua le 2 à 1 décisif. Un but étrange, inoubliable, presque symbolique. Le genre de but qui semble écrit par le destin quand une histoire et bien qu'une histoire est vouée à devenir légendaire. Avec cette victoire, Barcelone compléta le sextuplé. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe de l'UEFA et Coupe du Monde des clubs. 6 titres en une seule année civile. Personne ne l'avait jamais fait auparavant. Aucune équipe n'avait jamais remporté absolument tout ce qu'elle disputait dans une saison prolongée d'une telle ampleur. Ce qui avait commencé comme un pari téméraire s'acheva en saison parfaite. Mais s'il y eut une chose qui rendit ce Barça éternel, ce ne furent pas seulement les trophées, ce fut son origine. Lors de la finale de Rome, il y avait 7 titulaires formés à la Masia. Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Piqué, Puyol et Pedro. Ce n'étaient pas des stars assemblées à coups de chéquier, mais des footballeurs élevés dans la même idée depuis l'enfance. L'essence de l'équipe n'avait pas été achetée, elle avait été cultivée. Guardiola n'a pas construit à partir de zéro. Il a amplifié ce que le club semait depuis des années, et c'est là que résidait la véritable révolution. La Masia ne produisait pas seulement des joueurs techniquement doués. Elle formait des footballeurs qui comprenaient le jeu, l'espace, la passe, le tempo, la pression et la responsabilité collective. Ce Barcelone a prouvé qu'une identité claire pouvait l'emporter sur l'argent, que la patience pouvait vaincre l'urgence et qu'une philosophie bien travaillée pouvait conquérir le monde. Il a tout gagné, oui, mais il a aussi redéfini ce que signifiait dominer. Il n'imposait pas la peur par le physique ou par la réputation. Il imposait le respect parce qu'il faisait paraître simple l'impossible. Le Barcelone de Guardiola n'a pas seulement été un grand champion. Ce fut une équipe qui a changé la manière dont le football était compris. Il a transformé la possession en une arme totale, le pressing en une forme d'étouffement et le centre de formation en fondation d'un empire. Ce qui avait autrefois semblé être un pari naïf devint le modèle que tout le monde voulut copier par la suite. Et même si beaucoup essayèrent, presque personne ne réussit vraiment à le reproduire. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de tactique, c'était un mélange unique de talent, de contexte, d'identité et de conviction. Cette équipe est née alors que le club semblait brisé. Elle a émergé du doute, d'une saison grise, d'un vestiaire usé et d'une direction forcée de prendre un risque. C'est pour cela que son histoire est encore plus grande, parce qu'elle n'est pas née du confort de la stabilité, mais du chaos. Guardiola n'a pas hérité d'une machine parfaite. Il a hérité d'une crise, et il l'a transformée en référence absolue du football moderne. C'est pourquoi, quand les gens parlent son stade du Barcelone de 2009, ils ne parlent pas seulement de titres. Ils parlent d'une idée qui a vaincu le scepticisme, d'un entraîneur sans expérience qui a osé rompre avec le passé, d'un groupe de joueurs qui a compris que bien jouer ne suffisait pas, qu'il fallait aussi lutter, résister et dominer. Et surtout, il parle d'une équipe qui a cessé de poursuivre la grandeur pour commencer à la définir. Certaines équipes soulèvent des trophées, très peu changent le football. Ce Barcelone a fait les deux, et c'est pour cela que, plus qu'un champion, il est devenu une légende.